Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. Transmettre est consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La Cité de la Réussite est par essence le lieu où se jouent toutes les gammes de la transmission. On se presse au débat pour recueillir la parole et la pensée de celles et ceux qui s'obligent volontiers à transmettre leur expérience, leurs réflexions, leurs solutions ou leurs révoltes. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonsoir à tous. Ravi d'être ici. Alors, je me présente rapidement, comme ça vous saurez exactement qui je suis. Psychologie Magazine est partenaire de ces rencontres depuis déjà quelques années. Laurence Folléa, qui est la directrice de la rédaction, devait être ici pour faire la modération. Elle n'a pas pu être présente, elle m'a demandé de venir. Je suis donc journaliste au magazine et je suis en charge des livres, voilà, des pages livres. Ce qui ne m'empêche pas de pouvoir vous parler, même si on ne parle pas de livres aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors donc nous allons, vous allez plutôt vous, parce que moi moins, parler de la question de la succession des générations et de savoir si elles peuvent encore se ressembler. Alors c'est assez amusant parce que quand j'ai lu
très vite la présentation. J'ai lu, non pas se ressembler, mais se rassembler. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on va peut-être pouvoir creuser. Est-ce que la ressemblance est un point de rencontre ou pas? Et par ailleurs, cette question de la ressemblance est une question qui se pose d'une manière en fait un peu paradoxale, puisque on sait bien que dans le fond, les générations se suivent, ne se ressemblent jamais. Elles ne se ressemblent pas pour une raison qui finalement est assez simple, c'est que l'évolution fait que les générations ne peuvent pas se ressembler. Il y a forcément un changement, ça je m'adresserai à Patrick Pelloux qui est beaucoup plus scientifique que moi, mais en tout cas l'évolution fait que d'une génération à l'autre, les choses changent et évoluent. Je vais présenter rapidement les intervenants. Alors, tout à fait à ma gauche, Stéphanie Latombe, qui travaille, qui est associée maintenant depuis 2016, c'est ça, au cabinet Mazars. Est-ce que vous pourriez dire d'un mot ce qu'est ce cabinet et ce que vous y faites, car tout le monde n'est pas forcément au courant. Bien sûr. Donc, le cabinet Mazars, c'est une société d'audit et de conseil. Moi, j'ai rejoint ce cabinet il y a 19 ans, donc je suis un petit peu un observatoire de ce qui s'y passe. C'est un cabinet qui s'est beaucoup repensé à travers les années et qui a atteint aujourd'hui une belle croissance, qui est installée à l'international et qui accueille chaque année de très nombreux jeunes collaborateurs avec lesquels il faut trouver un moyen de communiquer et de transmission. De transmission de l'expérience, vous aurez l'occasion d'en parler tout à l'heure. Samuel Rouvillois, j'ai bien prononcé? Oui. Vous êtes prêtre et philosophe. Vous travaillez avec de nombreuses entreprises, vous intervenez dans de nombreuses entreprises, en particulier sur la question de la place des hommes au sein de l'entreprise. Et donc forcément, vous êtes certainement amené à entamer cette réflexion sur la transmission et ce passage entre les générations. Voulez-vous ajouter quelque chose à la Non, présentation? simplement qu'effectivement, c'est un sujet qui me tenait à cœur il y a 25 ans, ce que j'appelle la rupture générationnelle, et elle ne cesse d'être, on le verra, mais de plus en plus actuelle. Et donc, Patrick Pelloux, est-il encore besoin de vous présenter? Je n'en suis pas sûre. Vous êtes médecin au SAMU. Je vous ai posé la question tout à l'heure de savoir si vous aviez pris des fonctions plus importantes. Vous m'avez répondu non, je n'ai pas le goût du pouvoir. Donc, vous êtes toujours au sein du SAMU, médecin, et on vous connaît aussi, et bien sûr, pour la place que vous occupiez à Charlie Hebdo et pour les événements que nous avons traversés, que vous, en particulier, avez traversés. Vous avez écrit un livre qui a été publié cette année, je ne me trompe pas, c'est bien cette année, en 2017, et qui s'appelle « L'instinct de vie », dans lequel vous raconter cette traversée terrible qui a suivi pour vous et pour d'autres, bien sûr, les post-attentats de Charlie. À votre droite, Sophie Boissard. Sophie Boissard, bonjour. Vous êtes directrice générale du groupe Corian. Le groupe Corian qui gère combien d'EHPAD ? Nous sommes un groupe de services de soins et d'accompagnement pour effectivement essentiellement des personnes âgées. Plus de 730 cliniques, maisons de retraite, résidences-services et réseaux de soins en Europe. Et un peu moins de 50 000 collaborateurs pour prodiguer ces soins et cet accompagnement. Très bien. Et vous avez fondé quelque chose de tout à fait intéressant, et c'est très récent. En septembre dernier, vous avez créé une fondation, la fondation Corian pour le bien vieillir. Cette fondation rassemble des professionnels, comment est-ce que ça fonctionne ? Nous avons choisi en fait de consacrer notre fondation à la problématique de l'intergénérationnel, en se disant que finalement la vocation de l'entreprise est finalement d'accompagner des personnes âgées ou très âgées, en tout cas d'être confrontées à des situations de dépendance, d'être au cœur des familles et en même temps d'avoir pour accompagner ces familles des collaborateurs avec des âges extrêmement divers. On a plus de 1500 apprentis, tout jeunes. On a aussi évidemment des salariés beaucoup plus expérimentés. Et on est, je dirais, par notre vocation même, au cœur de cet enjeu de l'intergénérationnel. Et du coup, notre fondation, elle est là pour soutenir des initiatives, et Nora en parlera, qui sont à la fois des initiatives associatives ou vraiment dans la cité,
pour soutenir l'intergénération, pour évidemment aider aussi les soignants, promouvoir les soignants et promouvoir ce qui globalement peut contribuer à changer le regard sur le très grand âge et vraiment prendre cette chance que constitue aujourd'hui le fait d'avoir 5 générations qui vivent ensemble et qui peuvent s'apporter beaucoup si elles ont conscience de cela et elles en ont envie. Merci. Et enfin, Enora Goulard, fondatrice de Paupiette. Paupiette est une start-up sociale et solidaire qui se trouve sur Paris, Bordeaux et Quimper actuellement et qui met en relation des étudiants et des seniors sur le temps du déjeuner pour partager un bon petit plat au domicile du senior. Et les étudiants payent entre 4 et 7 euros. Donc c'est une vraie manière de lutter contre la solitude des seniors tout en offrant un repas complet à prix accessible aux étudiants. Et je suis également cofondatrice d'En Voiture Simone, qui était un tour de France. Et les noms sont formidables. Hein. Paupiette et En Voiture Simone, moi je trouve ça qui permettait de mettre en lumière 11 initiatives socialement innovantes pour bien vieillir. Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 20 ans. Ah oui, bravo. Bravo. Mais j'ai envie de commencer tout de suite avec vous, si vous êtes d'accord, parce que je crois que tout le monde est un peu curieux de savoir ce qui vous a donné cette idée, justement. Alors moi, j'ai constaté une problématique au lycée parce que je viens de Quimper et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de snacks. Et donc avec une copine, j'avais des difficultés à trouver au lycée des moyens pour manger. Et sa grand-mère était très jeune mais très seule. Et donc elle nous a invités tous les mercredis pour déjeuner avec elle. Et c'est là que j'ai constaté qu'elle attendait son petit moment convivial toute la semaine. Et quand je suis arrivée sur Bordeaux, je me suis rendu compte que j'étais piètre cuisinière. J'ai constaté aussi la solitude et la distance avec mes proches. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas mettre en relation tout ce beau monde, les seniors et les étudiants, car ils ont des besoins complémentaires, et créer Paupiette. Et alors, qu'est-ce que vous avez tiré de cette expérience ? Enfin, quel est le retour pour vous personnellement et aussi pour les étudiants qui sont rentrés dans le circuit ? Quelle est l'expérience pour vous de ce contact avec les personnes âgées ? Puis après, vous nous parlerez évidemment des retours que vous avez de l'autre côté. Alors, les retours que j'ai, moi, d'échanger avec des seniors, c'est d'abord que les seniors ont besoin de jeunesse. Et ça, c'est une vraie bombe à retardement, finalement. On vieillit moins vite au contact de la jeunesse. C'est principalement ce que les étudiants ont envie de découvrir, de partager un moment convivial, parce que finalement, un déjeuner, c'est quelque chose de tout bête. Il y a quelques générations, je n'aurais pas forcément inventé cette association parce que ça n'avait pas lieu d'être, puisque les familles étaient bien plus proches. Et on remarque aussi une solitude des étudiants qui ont une vraie volonté de retrouver des valeurs parce qu'ils sont en recherche de sens et donc de partager des nouvelles choses avec d'autres générations. Merci beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir sur cette expérience tout à fait originale, inédite et extrêmement encourageante, je trouve en tout cas joyeuse ? Je pense que c'est un excellent exemple de tout ce qui peut se passer au quotidien dans les lieux où on vit pour rapprocher finalement des personnes qui peuvent apparaître de générations très très éloignées et qui en réalité ont du temps. D'une certaine manière, ceux qui ont le temps parmi nous, c'est plutôt ceux qui ont pas encore commencé à travailler ou ceux qui sont plus dans la vie active et qui ont finalement, on réalise nous chaque année un baromètre dans les 4 pays européens pour regarder quel regard on projette collectivement sur le phénomène du vieillissement, et on se rend compte que les aspirations, les modes de vie finalement des 2 générations extrêmes sont finalement assez proches et qu'on peut se parler. Et moi, ce que je voudrais, mais c'est une des thématiques, je pense qu'il faut qu'on ait bien en tête, à nos enjeux. On a la chance d'avoir gagné 30 ans d'espérance de vie entre 1900 et 2010. C'est incroyable. Aujourd'hui, quand on a 80 ans, l'espérance de vie moyenne, c'est 11 ans. Donc on est vraiment, on a gagné un surcroît de vie incroyable. Et toute la question que ça pose, c'est finalement qu'est-ce que ça nous permet de vivre mieux et en plus ensemble. Et pour ça, il faut arriver à tisser ce que vous faites. Moi, ça, je trouve ça formidable. Oui. Et c'est une question qui nous concerne. C'est peut-être la seule question qui nous concerne vraiment tous et toutes dans nos vies collectives. Oui, parce que n'oublions pas que nous serons tous des personnes âgées un jour ou l'autre. Nous sommes tous de futures personnes âgées. Donc c'est quand même une question. Et Patrick Pelou me dit, on l'est déjà. Parlez pour vous.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un modèle de ce qu'on appelle l'économie collaborative. Et donc, la question, elle est double. C'est-à-dire qu'au fond, est-ce que l'économie collaborative est un moyen pour que l'intergénérationnel apparaisse autrement qu'une rupture culturelle? Et inversement, les personnes âgées peuvent en faire partie. Mais on voit bien, il faut qu'il y ait un élément économique. C'est-à-dire que, en gros, on n'est pas dans la gratuité de la rencontre. La rencontre, on en prend le risque, mais à l'occasion d'un intérêt partagé. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est le modèle de l'économie collaborative. Est-ce que vous vouliez intervenir? Oui, je retiens de ce que disait Sophie tout à l'heure, et Nora l'a repris aussi un peu, la notion de conscience et d'envie de vivre ensemble, et non pas coexister, comme vous le disiez tout à l'heure. Si je ramène ça au monde de l'entreprise, on est sur la notion de transmission, et c'est la même chose. Il faut qu'il y ait conscience et envie de transmettre. Et ce que je retiens, moi, du parcours que j'ai pu faire alors au sein de la même société, ce qui me permet justement d'avoir une vision un petit peu élargie en termes de temps, de durée, c'est de m'apercevoir en fait qu'on doit décider si on a envie de transmettre, et que parfois, même si on a décidé qu'on a envie de transmettre, eh bien, on ne trouve pas les bons récepteurs parce qu'on n'arrive pas à le faire de la bonne manière. Donc je trouve que ça a beaucoup d'écho aussi dans le monde de l'entreprise, et que c'est un exercice qui mérite d'être, de faire l'objet d'une vraie réflexion pour que ça puisse fonctionner. On ne peut pas s'imposer aux autres. Oui, justement. Aujourd'hui, on est la preuve d'une prise de conscience. Je ne sais plus lequel d'entre vous, tout à l'heure, me disait que justement cette fracture entre les générations s'accentue et non pas se réduit, alors qu'on pourrait penser que finalement, puisque les conditions de vie sont meilleures, puisque nous vivons plus longtemps, la circulation de la communication et de l'échange pourrait être également s'améliorer. Mais apparemment, non. Qui est-ce qui parlait de ça tout à l'heure? Moi, ça me semble une évidence, mais la question, c'est les raisons de cette fracture. Oui. Je pense que c'est parce que les vieux sont considérés comme des nuls par les jeunes. C'est parce que des nuls ou des non-existants? Parce que ce que les jeunes appellent les vieux, à partir de personnes âgées, c'est un espèce d'euphémisme pour gens distingués. Les jeunes les appellent les vieux. Et donc, et puis soyons clairs, la société, la culture dans laquelle nous sommes, les considère comme des vieux. Le fait qu'ils soient éventuellement un lieu de ressources, c'est pas du tout encore envisagé de manière sérieuse. La question, elle est que, pour moi, le changement générationnel, il a des marqueurs qui sont liés aux évolutions culturelles. Et il y a des évolutions culturelles gigantesques et accélérées en 50 ans. Aussi, voilà. Techniques. Oui. Oui, il y a aussi des évolutions effectivement qui sont sociopolitiques. Oui. Je présume que la Tunisie d'aujourd'hui n'est pas tout à fait celle d'il y a 40 ans, et donc ça se marque en termes de génération. Et puis aussi les évolutions technologiques et économiques. Et donc les générations sont marquées par ces évolutions-là. Et ça fait beaucoup de choses à la fois pour que quelqu'un de 90 ans fasse un saut vers quelqu'un qui en a 20. Et que quelqu'un qui en a 20 en fasse un vers quelqu'un qui en a 80 ou 90. La question, c'est sur quelle base commune, quel est l'intérêt réciproque qu'on pourrait y trouver, puisque aujourd'hui, s'il n'y a pas d'intérêt de rentabilité, j'allais presque dire de l'intérêt des uns pour les autres, ça se fera pas. On comprend bien pourquoi est-ce que les personnes âgées auraient intérêt à ce que les jeunes s'intéressent à eux. Par contre, il faudra réussir à vendre aux jeunes pourquoi ça serait intéressant qu'ils aillent rencontrer des gens de plus de 85 ans. C'est pas gagné, ça. De votre point de vue, vous vouliez intervenir? Oui, non, simplement sur la notion de génération, c'est une notion qui me gêne un petit peu, parce que parfois c'est une notion derrière laquelle on se cache aussi, qui nous empêche d'aller vers l'autre en disant « Ah ouais, mais on n'est pas de la même génération ». De la même manière qu'on va dire « Bah oui, mais toi t'es un homme, moi je suis une femme, on comprend pas les choses de la même manière ». Est-ce que vous pensez que les choses sont aussi formulées que ça, ou est-ce que c'est... En fait, ça permet d'en tirer des principes. Oui. Et une fois qu'on en tire des principes, ça peut créer des blocages pour avancer dans certaines situations. Ce que je constate, moi, et qui me fait sourire aujourd'hui, c'est que quand on me dit, voilà, il y a des jeunes collaborateurs qui arrivent en entreprise et qui disent « Ah oui, mais c'est compliqué de gérer leur arrivée, ils veulent du sens, ils veulent trouver du sens. Ils veulent un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. » Mais ce que j'ai envie de répondre, c'est que mais moi aussi. Et moi aussi, quand je suis arrivée dans le monde de l'entreprise il y a 20 ans, je pensais la même chose. Simplement, il y a des choses qui sont audibles à certaines époques et qui ne le sont pas à d'autres. Donc effectivement, il y a cette notion de changement d'environnement, de changement d'espace-temps qui vient jouer et qui vient créer des marqueurs. Mais si on veut avancer, il faut quand même essayer d'écarter tous ces... Enfin, de ne pas passer trop de temps sur l'analyse, en fait, et passer à l'action. Passer à l'action. Mais alors, pour passer à l'action, il faut alors passer à l'action. C'est
le cas d'Enora, qui n'a pas hésité. Cette action, comment est-ce que vous l'envisagez, vous, du haut de vos 20 ans? Comment est-ce que vous envisagez-vous de pouvoir la développer, de pouvoir l'approfondir? De quelle manière? Est-ce que vous avez envie, à votre tour, du haut de vos 20 ans, de transmettre quelque chose à ceux qui sont plus jeunes sur cette expérience que vous avez? Alors, j'ai pas encore réfléchi à cette notion parce que déjà, il faut que j'aboutisse mon projet au sens large du terme et que j'augmente le nombre de bénéficiaires avant de transmettre, parce que j'estime qu'il faut quand même concrétiser et avoir quelque chose de très complet à proposer. Je voulais juste rebondir sur la fracture intergénérationnelle parce que on dit que voilà, un jeune de 20 ans n'a pas intérêt ou n'a pas vraiment envie de rencontrer quelqu'un de 90 ans. Moi, je suis pas forcément d'accord sur ce principe, puisqu'on remarque quand même que des générations qui ne se suivent pas ont plus d'intérêts communs. On parlait tout à l'heure de l'économie collaborative. S'ils n'ont rien à échanger, alors ils n'ont pas d'intérêt à se rencontrer. C'est faux. Parce que par exemple, Paupiette, c'est des prix fixes 4 à 7 euros. Donc il n'y a pas de bénéfice de la part du senior et l'étudiant, il y va pour passer un bon moment. Justement, ça a été mis en place pour aller au-delà de la transaction financière et d'y aller pour la convivialité. Et à chaque fois, on demande à l'étudiant pourquoi tu t'inscris, quelle est ta motivation. À chaque fois, ils nous disent parce que ma grand-mère n'est plus là, parce que j'ai pas eu de grands-parents mais que j'aimerais partager, parce que je me sens seule. Et l'idée, justement, c'était de mettre cette petite question en place pour enlever les gens qui disaient « je le fais parce que c'est pas cher ». Et on n'en a jamais eu, sur une base de 450 inscrits. Donc c'est quand même pas mal. C'est pour montrer que les étudiants, quand on parlait de recherche de sens, ils ont envie de transmettre et ils ont envie d'apprendre d'une génération qui est plus âgée qu'elle. Et c'est vrai que, bon, on va dire que la génération qui travaille a peut-être des rapports moins conviviaux avec la génération retraitée. Pourquoi ? Parce que souvent ce sont nos parents, donc on est plus dans on va prendre soin d'eux, etc. La génération, on va dire, étudiante et la jeunesse avec les personnes âgées ont des vrais points communs, c'est un vrai pont et il y a plein de choses à créer entre eux, il y a plein de projets qui naissent et qui marchent très bien. Patrick Pelloux, vous vouliez réagir. Oui, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Donc ça commence bien, ça m'étonne pas. Ça commence bien. Bon, moi, je ne crois pas du tout à l'âge, d'accord. Par mon métier, en gros, les cadavres, ils ont le même âge. Et mourir à 25 ans, pour moi, c'est quasiment la même chose, sauf en termes de temporalité qu'à 90. Donc, je crois qu'on est sur des acquis qui sont des acquis du XXe siècle. C'est-à-dire on a cloisonné, comme vous venez de le dire, et c'est ce que votre start-up est en train de faire, de décloisonner, avec une image que les personnes âgées seraient des gens qui seraient dans des maisons de retraite à écouter le petit vin blanc qu'ils n'ont pas envie d'écouter, parce que maintenant ils écoutent les Stones. Et oui, et voilà, on en est là. Donc je crois que si on veut une société moderne, il faut casser ces espèces de codes. Bon, il y a plein d'expériences qui ont été faites avec la gériatrie, où d'un coup on s'aperçoit que si vous faites marcher le plus bel ordinateur que vous ayez chez vous, c'est entre vos oreilles, il va vieillir bien. Donc ça veut dire qu'il y a l'accès à la culture. Donc ce que je voudrais dire très rapidement, c'est que de toute façon, vous ne pouvez parler des générations que si vous parlez de l'évolution sociale, scientifique, philosophique, politique et économique. C'est-à-dire l'espérance de vie, c'est pas le fait des médecins. C'est un tout. Et en fait, ce tout, cette espèce de séparation, elle est totalement fausse. Tout ce que je viens de dire est faux, parce qu'en fait, tout est interconnecté, en fait. Et que la modernité, à l'heure actuelle, si on veut mieux vivre ensemble, c'est d'avoir une coopération, ce qu'on se disait avant de commencer, une coopération entre les systèmes. La plus belle bêtise, c'est le libéralisme qui met en concurrence les uns avec les autres. Or, c'est faux. Le XXIe siècle, c'est la coopération. Et je suis convaincu que le XXIe siècle, l'une des conquêtes, l'un des sociologismes que l'on doit combattre, c'est justement la ségrégation par l'âge. Qu'est-ce que c'est que cette société qui fait que les jeunes sont toujours trop jeunes pour créer des entreprises ou rentrer dans la vie publique? Et qu'est-ce que c'est que cette société qui fait que passé 45 ans, vous êtes trop vieux pour tout faire? Je pense qu'on peut tout faire tout le temps. Alors attention, je ne suis pas contre la retraite, etc., le bien social, c'est évidemment. Venant de vous, ça serait surprenant. Mais pourtant, ça veut dire qu'en effet, et on le voit avec le mieux vivre et des vieillissements qui sont de mieux en mieux, d'accord, de plus en plus intéressants pour les gens, et notamment en médecine,
Quand on voit des professeurs ou des médecins qui sont extrêmement compétents, et quand sonnent les 65 ans, on leur dit c'est terminé, alors qu'ils ont encore envie de travailler, et qu'on voit l'effet que ça a. Je pense que c'est valable aussi dans les autres métiers. Donc on doit inventer des nouveaux systèmes transgénérationnels qui cassent les codes du XXe siècle et qui font que d'un coup on apprend à travailler et à vivre ensemble. Et ça, c'est vraiment l'essence même de la transmission. Je remercie parce que je suis toujours très ému d'être invité à la Cité de la Réussite, mais on est quand même à la Sorbonne, on est dans le cœur de l'université, de l'universalisme, et c'est là où en fait vous ne pouvez parler de la transmission que si on ravive le siècle des Lumières. Et il faut qu'on ait cette force, et je pense qu'on est un peuple où on peut avoir cette force, où actuellement il faut faire revivre ça, notamment sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Mais on rejoint... Vous rejoignez tout à fait là ce que je disais en démarrant, c'est-à-dire l'histoire du rassemblement. Est-ce que les générations qui se suivent peuvent se rassembler et pas seulement se ressembler? Dans le fond, peut-être que l'idée de la ressemblance est un peu étrange. Est-ce que c'est vraiment intéressant que nous nous ressemblions tous, quel que soit notre âge? Enfin, voilà, je sais pas, on peut se poser aussi cette question-là. La diversité, c'est pas inintéressant, c'est aussi une richesse, non? Vous n'êtes pas d'accord, Patrick Pelloux n'est pas d'accord. Ceci dit, quand une personne âgée, quand quelqu'un de 20 ans vient partager un repas avec une personne de 85 ans, c'est bien parce qu'ils se ressemblent quelque part dans la jeunesse d'esprit qu'ils ont. S'ils étaient complètement dans leur différence au sens de la caricature, ils se rencontreraient jamais. Et donc, je pense que oui, heureusement, se ressembler, c'est avoir des choses en commun. La différence exaltée pour elle-même, c'est juste l'autisme. Hein. Enfin, et encore, les autistes se ressemblent. C'est ce qu'ils vous disent d'ailleurs. Donc voilà, il faut qu'il y ait de la ressemblance. Pour avoir de la différence, il faut bien qu'il y ait de la ressemblance. Et le problème aujourd'hui, il est plus celui de la différence, c'est que le fait qu'on n'atteste plus, on n'est plus capable à s'apercevoir que dans la personne âgée, il y a aussi un potentiel humain qui est gigantesque. La problématique, elle est que peut-être qu'il faut revenir aux Lumières. La grande difficulté, c'est de quitter un monde dans lequel le critère majeur, c'est quand même l'efficience. L'efficience est née en même temps que les Lumières. C'est pas les Lumières qui l'ont inventé. Même si la puissance de la pensée dans les Lumières, à mon avis, est équivoque, mais on va dire on est dans la puissance. Et donc aujourd'hui, en termes de puissance, c'est vrai qu'une personne à partir d'un certain âge a moins de puissance de mobilité physique, de puissance de mobilité même psychique au bout d'un certain temps. Et donc c'est très difficile de faire sauter le critère de l'efficience. De dire aujourd'hui, alors bien sûr, l'idéal c'est une société dans laquelle la gratuité d'être et la singularité des personnes, y compris avec un handicap profond, serait regardée à égalité avec des grands cerveaux qui ont inventé des choses. On est génial, ça s'appelle le paradis terrestre, ça c'est derrière. Donc aujourd'hui, c'est une vraie question. Comment peut-on... Donc moi j'aime bien l'idée que la rencontre entre la personne âgée et quelqu'un de plus jeune se fasse sur la base du repas. C'est pas sur la rentabilité économique, mais il y a quand même un élément matériel. Voilà. Oui, et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Il y a quand même pas un donnant-donnant, mais il y a un don réciproque. Voilà. Et donc on s'est retrouvé sur une base où chacun s'y retrouve. Et je pense que aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'un jeune pourrait aller trouver chez quelqu'un de 85 ans? Et qu'est-ce que quelqu'un de 85 ans pourrait proposer à quelqu'un qui en a 20? Je trouve que c'est une très très belle question. Oui, dans le fond, c'est la question de la transmission dans les deux sens, hein, parce que je pense que les jeunes ont quelque chose à transmettre aussi, la preuve. Peut-être si je peux apporter un autre témoignage d'une expérience récente que nous avons faite. Nous avons ouvert les portes alors là, de maisons de retraite médicalisées à des jeunes designers, donc des étudiants en design. Et on leur a demandé, en fait, c'était un projet d'étude, de vivre en fait un certain temps parmi les résidents de cette maison et puis de proposer quelque chose qui leur semblerait pertinent. Et ce qui a été formidable, dans les 5 équipes qui ont fait ça, ils sont tous arrivés, non pas du tout avec des propositions d'aménagement ou des choses matérielles, mais avec des projets qui, en fait, ont tous à voir avec la transmission. Le plus beau de ces projets, ça a été de construire, à partir des récits de vie de personnes très très âgées, une pièce de théâtre, et de monter cette pièce de théâtre avec le théâtre de la ville. Et ça va se passer, c'est à Meaux. Et en fait, ce qui les a intéressés, ça a été finalement d'accéder au récit de vie de générations. Il y a 21 000 centenaires aujourd'hui, il y en aura 250 000 dans quelques années, au récit de vie de gens qui ont vécu la Première Guerre mondiale. C'est une richesse incroyable je pense que dans cette époque qui manque de sens, la question de s'inscrire dans une filiation réelle ou une filiation que selon, et de se donner du sens, c'est d'abord de comprendre d'où on vient et ce qu'ont vécu les générations qui précèdent. Et ça m'a vraiment touché que spontanément,
ils arrivent là-dessus. Et un autre exemple, et alors c'est très amusant parce qu'on retrouve toujours là à la cuisine, une autre équipe est arrivée en se disant mais finalement il y a plein de recettes qui sont en train de disparaître. Alors je ne sais pas si c'est les paupiettes, mais voilà, ce genre la blanquette, etc. Et donc ils sont allés interroger pour les différentes personnes présentes pour reconstituer leurs recettes favorites, et ils sont allés trouver un lycée hôtelier pour former des jeunes futurs cuisiniers à ces recettes pour pas qu'elles disparaissent. Et là encore, je trouve ça, c'est à la fois très très simple et très basique, et en même temps, il y a un côté, on voit bien, il y a quelque chose de l'ordre de se dire finalement, il y a un patrimoine commun, il y a une transmission possible, et on se donne les moyens d'aller le chercher. Et à nouveau, on est dans l'échange, pas du tout un échange marchand, mais donc finalement, chacun retrouve dans cette relation-là une utilité, une reconnaissance, et du coup a envie d'avancer. Et je suis vraiment convaincue que toutes ces choses-là, en fait, c'est ça qui finalement permet de tisser ces liens de filiation et de faire que ces générations ne coexistent pas, mais qu'elles puissent vraiment construire ensemble. Et ça amène, à mon avis, aussi à une question qu'on a à se poser, qui est finalement toujours dans la question de combattre uniquement une approche par l'efficience. Comment on conçoit notre ville pour accueillir 5 générations? Mais ça, Et ça, quand on sait qu'aujourd'hui, on a 3 millions de personnes qui ont plus de 85 ans et qu'elles seront 5 millions d'ici, le nombre va doubler d'ici 2030, qu'aujourd'hui 5% des logements sont équipés pour permettre aux gens de rester avec des difficultés de mobilité, que quand vous vous promenez dans la rue, rien n'est fait. Les bancs sont pas faits pour des personnes qui vont avoir du mal à s'asseoir très bas. Pourtant, ce sont des personnes qui, elles, vont avoir le temps de s'asseoir. Donc, comment on repense progressivement nos espaces collectifs pour en faire des lieux dans lesquels les générations vivent ensemble, au lieu d'être dans un espèce de truc d'efficacité pure où vous avez finalement une spécialisation. Il y a les endroits où on travaille, les endroits où on s'occupe des petits, les endroits où les familles habitent, et puis les endroits où on met les vieux ou les très vieux. Oui. Ça, c'est une vraie question, Patrick. Non, mais ça, je vous donnerai la parole. Ce que vous dites est absolument essentiel. Baladez-vous dans Paris, ils ont enlevé tous les bancs et tous les fauteuils qui permettent aux personnes âgées de marcher. Quand ils ont une petite dyspnée, une insuffisance cardiaque, ils ne peuvent plus aller faire les courses. On les a enlevés parce qu'il ne fallait pas voir les SDF sur les bancs. Voilà. Donc il y a une espèce de lutte comme ça à ne pas voir les choses. Moi, je suis convaincu que de la même manière qu'en 1974, les écoles de psychiatrie en Italie ont décidé de supprimer les longs séjours de manière à remettre l'handicap mental et l'handicap psychiatrique dans la cité, il va falloir remettre cet handicap des personnes âgées. Mais ça veut dire que plus largement, et on le voit parce que normalement les différentes lois qui ont été passées au cours des 20 dernières années, on devrait avoir des accès pour les personnes handicapées partout. On devrait avoir sur les aveugles, sur les sourds, etc. Partout. C'est pas fait. Et dans la dernière mandature, les parlementaires ont même reculé encore des échéances pour... donc on a un problème, plus largement, c'est même pas personnes âgées ou pas âgées, c'est les handicapés. Bon. Et tout le monde est de toute façon, un jour ou l'autre, handicapé. Juste sur le mieux vivre. Ce mieux vivre, il est pour moi... Bien sûr, physique, évidemment. Les dernières études prouvent que, de toute façon, sur la lutte contre l'ostéoporose, si vous n'avez pas du muscle, vous aggravez le squelette. Donc, de toute façon, il faut leur faire du sport. Ben, je vous mets au défi, quand vous êtes une personne âgée, d'aller vous inscrire dans les salles de musculation. C'est très compliqué, d'accord ? Mais surtout, c'est l'accès à la culture aussi. Et l'accès à la culture, on est intimement lié, en effet, comme vous le disiez avec votre expérience sur le théâtre. Plus vous allez faire l'accès à la culture, plus vous allez avoir des gens qui vont s'intéresser aux choses, qui vont lire des livres, qui vont sortir, qui vont, etc. Mais on s'aperçoit que, là on a de la chance, on est à Paris, mais quand vous allez dans des grandes villes de province, beaucoup de théâtres ont fermé, etc. Donc des plus petites villes. Il y a ce problème. C'est pour ça que je suis convaincu qu'on a vraiment des barrières à casser. On a des barrières à casser, il faut que les universités soient ouvertes le plus largement possible. Ça a déjà commencé. Oui, mais plus largement possible, ça veut dire que d'un coup, il n'y a pas de raison. Une personne qui a 50 balais, qui a envie de suivre un cursus, quel qu'il soit, devrait avoir la possibilité de le faire. Oui. Il faut ouvrir les fenêtres, il faut ouvrir tout, il faut ouvrir les portes. Bon, alors bien sûr, moi je me bats en médecine parce que, évidemment,
en médecine, alors là, je suis le temple du cloisonnement. Quand vous avez 25 ans, vous choisissez une spécialité, il est quasiment impossible d'en changer sans repartir sur un cursus. Bon, quand vous parlez avec le monde universitaire, hospitalo-universitaire, ils sont arc-boutés sur des habitudes qui sont très, très passéistes. Or, il faut, en effet, et on le voit, je suis dans un métier où vraiment la transmission entre les plus anciens et les plus jeunes est vraiment essentielle. On s'aperçoit que c'est une fenêtre de tir de plus en plus étroite. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué parce que d'un coup, les études sont très longues, sont très difficiles et les étudiants n'ont pas le temps de rester au contact de ceux qui apprennent parce que, justement, ils sont jugés sur des QCM, ils sont jugés, et ce qu'on comprend, c'est les règles du jeu actuel. Mais je pense qu'en effet, l'imbibition, il faut avancer sur cette façon d'être intergénérationnel. Oui, mais ça va plus loin. Pourquoi moi, médecin, Necker, Salut de Paris, on me proposerait pas d'aller faire justement des conférences ou des cours dans les collèges, les lycées? Je pense qu'il faut justement, créer des courants de pensée qui vont vers beaucoup plus de transmission et d'intercoopérabilité. Oui, ce que vous dites tous est intéressant, c'est-à-dire que la transmission ne se passe pas évidemment uniquement de manière universitaire, c'est ce que vous venez d'évoquer, mais également par le quotidien, enfin le passage quotidien permanent, l'aller-retour permanent entre les générations. Il est évident que si des ghettos, enfin en tout cas des cases sont créées, cette transmission, ce passage ne peut pas se faire. Et l'exemple des études de médecine que vous venez de donner est assez frappant. Vous vouliez intervenir? Oui, simplement pour revenir, j'adhère complètement à la notion d'efficience et de productivité qui va casser derrière beaucoup de valeurs. Et surtout ce changement un petit peu de concept qui est assez intéressant à voir sur la transmission entre jeunes et on va dire un ordre déjà établi. Si je prends l'exemple de l'entreprise, aujourd'hui, c'est assez édifiant, mais quand elle va recruter des jeunes collaborateurs, elle va enfin les considérer comme des contributeurs à une nouvelle jeunesse. Avant, elle considérait des collaborateurs entrants comme simplement des pièces d'un puzzle qui allaient s'assembler comme toujours et comme ça avait toujours été fait, et des personnes qui allaient devoir se soumettre à des règles et à, on va dire, un ordre établi. Donc là, tout à coup, l'entreprise se repense et elle se retourne et elle se rend compte que sans ces ressources-là, elle n'est plus rien de demain. Donc il y a aussi cette notion de, vous le disiez tout à l'heure, Patrick, sur le jeune sert à rien. Aujourd'hui, le jeune sert à tout dans ce monde-là. Donc c'est aussi intéressant de voir comment ça se reconstruit. Et pourtant, si je puis me permettre, ce n'est pas du tout... Alors, vous parlez de votre expérience et je vous entends aussi parler de ce contact que vous avez avec l'entreprise, avec les entreprises, mais c'est pas du tout le sentiment que nous autres, hors de l'entreprise, en tout cas pas tout à fait dans ce monde-là, en avons. Enfin, on a le sentiment que les choses sont tout de même assez hiérarchisées, bloquées et peu dans ce circuit-là. Je vous laisse la parole. Si, je vous en prie, je vous laisse la parole. Je voulais juste dire que nous allons passer rapidement aux questions du panel des étudiants qui sont là, et je pense qu'ils ont énormément de questions à poser. Et puis après, nous vous donnerons la parole et vous pourrez échanger avec les intervenants. Je vous en prie, vous vouliez dire encore une chose. Simplement pour dire que l'image qu'on a de l'entreprise, elle est caricaturale. C'est comme celle de l'armée dans les années 70, quoi. Ben, c'est vrai. Elle est caricaturale. Il y a aujourd'hui dans le monde de l'entreprise effectivement un intérêt à la jeune génération que d'ailleurs le monde politique ou académique ferait mieux de prendre comme exemple, c'est-à-dire de s'apercevoir que aujourd'hui, quand on a 45 ans, il y a une illisibilité du monde dans lequel on est, parce qu'il y a des paradigmes qui sont pas du tout ceux dans lesquels on a grandi. Quand on a 55, on a des arrêts sur image sur les années 70, on n'a même pas les grilles de lecture. Voilà. Il y a une fluidité du monde que nous n'arrivons pas à penser et dans lesquelles les jeunes vivent. Et aujourd'hui, l'entreprise sait que si elle n'écoute pas le monde tel que le perçoivent et le vivent les jeunes, il y a quelque chose du monde dans lequel elle est qu'elle ne comprendra pas. Voilà. Alors ensuite, il y a d'autres espaces qui ont du mal à se mettre à cette école. La difficulté, elle est ceci dit l'inverse, c'est-à-dire que se mettre à l'école de la manière dont les jeunes perçoivent le monde ne suffit pas à trouver des solutions pour qu'ils soient humains. Voilà, parce que qu'est-ce qui est transformable dans ce monde? C'est la grande question de l'intergénérationnel. Nous avons rêvé après Deuxième Guerre mondiale que nous allions tout transformer. Les transformations que nous avons opérées, il n'est pas certain qu'elles soient toutes humanisantes. Et la vraie question aujourd'hui, c'est qu'allons-nous faire? Subissons-nous simplement les effets secondaires du monde que nous venons de fabriquer, ou bien avons-nous un moyen à aider la jeune génération de reprendre la main sur quelque chose?
C'est une question qui est typiquement intergénérationnelle et je ne pense qu'aucun des maillons de la chaîne n'a la réponse à lui tout seul. Ça semble assez évident. Alors, je vais donner la parole aux étudiants qui sont ici et qui ont préparé avec efficacité cette rencontre. Qui veut intervenir d'abord? Qui a une question à poser? Bonjour Je vous en à tous. prie. Simon Morin, étudiant en communication à Paris 1 et en alternance au sein du ministère de la Santé. J'aimerais revenir avec vous sur quelque chose de concret. Comment on peut amener ces générations à mieux cohabiter? Peut-être en cultivant cette différence ou je ne sais pas. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus? C'est comment humaniser l'espace et le temps que l'œuvre civilisatrice a permis, en fait. En partant de ce propos, il y a deux choses absolument essentielles concernant la santé. La loi de 1905 sur la laïcité, qui a permis le développement scientifique, qui était contraint par les religions avant, d'accord. Et deuxièmement, 6 juin 1944, l'arrivée des antibiotiques avec les Américains et la transfusion sanguine. Donc, ces deux éléments-là ont permis, en termes de santé, largement de développer. Mais après, quand on regarde, quand on a commencé à se battre contre le cancer de l'estomac, ce qui a permis la plus grande victoire du cancer de l'estomac, ça s'est appelé le réfrigérateur. Parce que d'un coup, la chaîne du froid permettait de lutter sur justement des agents pathogènes qui entraînaient le cancer. Donc, en fait, tout ça pour dire que c'est extrêmement intriqué et c'est très compliqué de faire bouger les lignes. Ce qui fait que, d'un coup, si on prend sur le bon vieillissement, en gros, voilà, c'est certain quand on regarde l'OCDE qui a livré ses derniers chiffres sur l'état de santé des Français, donc youpi, on a une espérance de vie qui progresse encore, on a une belle. Il faut juste savoir que celle des États-Unis est en train de chuter, et c'est pas avec ce que fait Trump sur l'Obamacare que ça va changer quelque chose. Oui. Donc ça, c'est un problème. Mais en France, on a ça. Mais on a deux problèmes en France. Enfin, un problème qui est vraiment le tabac, un deuxième problème qui est l'alcool, mais ça, c'est français. Donc, voilà, on a la moitié de la France qui boit, l'autre moitié devrait. Mais, donc d'un coup, il y a le côté culturel. Bon, le côté culturel. Bon. Mais ce qu'on peut faire, à mon sens, ce qu'on peut faire, c'est justement mettre plus largement que parce que je supporte pas cette espèce d'agisme de dire il y a les personnes âgées d'un côté et tout, parce que moi qui vois des malades, il y a des gens qui sont atteints de maladies foudroyantes dès le plus jeune âge et qui, hélas, il faut plus parler de l'handicap et de l'insertion du handicap au sens extrêmement large dans notre société. Et nous serons tous handicapés de toute façon à un moment ou à un autre. Donc ça veut dire comment justement créer, c'est le débat d'aujourd'hui, justement cette intergénérationnalité, cette transmission et le fait qu'on évite de créer finalement des ghettos à jeunes, des ghettos à personnes dites âgées, etc. C'est vraiment ça le débat. Et le mieux vivre, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et on le voit avec ce qui vous intéresse et ce qui nous intéresse tous, c'est finalement d'éviter la dégénérescence cérébrale avec les différentes maladies. Les recherches avancent de manière foudroyante, mais on le voit bien avec les détections sur les démences, ce que disent les gériatres. On peut détecter de manière très précoce les démences, mais il n'y a pas de progression et de lutte contre la démence si justement il n'y a pas un intérêt. Alors là, vous retombez sur le social, un intérêt culturel, un intérêt intergénérationnel, etc. Alors on retombe évidemment parce que ça a un coût. Ça a un coût politique, ça a un coût financier. C'est-à-dire que c'est là où se heurte le socle économique, parce que évidemment, ça veut dire remettre. Dites à la mairie de Paris de remettre des bancs dans les rues et de recréer, voilà, ils vont vous dire, voilà, ça coûte cher, etc. Et on doit faire des économies. Je pense que l'économie doit être au service des hommes et pas les hommes au service de l'économie, mais ça, c'est vraiment un autre débat. C'est un autre débat, mais enfin, c'est quand même au centre aussi de cette question, parce que finalement, on en revient aussi à cette question de l'efficience dont vous parliez tout à l'heure et de la rentabilité. Donc, c'est quand même vraiment tout à fait au centre de ce débat. Oui.
Moi, j'ajouterais également que ce qui empêche les liens intergénérationnels, c'est aussi cette culture de la jeunesse éternelle. On est aujourd'hui, on connaît toutes les techniques de bistouri, etc. Il y a une vraie peur de la mort dans les sociétés. Et à travers des initiatives qui peuvent être privées, publiques, etc., il faut dédramatiser le vieillissement, dédramatiser aussi la mort, pour justement que les seniors aient une place dans la société. On disait les bancs, par exemple quelqu'un en déambulateur ou en rollateur en France, on en voit très peu dans les rues. Dans d'autres cultures, ils sont très intégrés. C'est vrai que tout ça, il faut multiplier les initiatives sociales, on va dire les petites gouttes, un petit peu comme Paupiette. Et il faut aussi que les institutions, la fonction publique prenne en compte que tout ça, c'est beaucoup de bon sens, toutes ces petites actions. Ça coûte pas très très cher et c'est une manière vraiment, les liens intergénérationnels, c'est un petit peu un accélérateur de bonheur qui coûte pas cher finalement et qui peut apporter beaucoup dans le monde, notamment donc dans Voiture Simone, on a observé des projets dans la ville et ça c'est intéressant. La cantine par exemple intergénérationnelle de Bioul, donc on a tous des cantines dans les villages. Ils ont ouvert quelques places aux seniors du village. Donc les seniors achètent un ticket de cantine et ils vont manger à la table des enfants de maternelle et de primaire. Et comme la relation elle est quotidienne, finalement c'est devenu leurs grands-parents de cœur. Et ça, finalement, ça coûte rien et ça fait même des économies parce que y a plus de portage à domicile pour eux parce qu'ils payent un ticket de cantine. Donc c'est vraiment des idées toutes simples qui permettent de recréer une ville intergénérationnelle. Sophie Boissard, vous vouliez dire un mot ? Je pense que beaucoup a été dit. Votre question portait, si j'ai bien compris, sur ce qu'on peut faire en matière de politique de santé pour favoriser le bon vieillissement. Je pense, comme le disait Patrick Pelloux, qu'effectivement la recherche est en train de faire des progrès incroyables pour montrer qu'en fait, on a tous un capital santé cognitif avec lequel on aborde les rives du grand âge et du très grand âge. Et tout ce qu'on peut faire en matière d'éducation thérapeutique. Et donc, c'est pas forcément des gros moyens, c'est le seul écart que j'aurai avec vous. C'est simplement être capable par de la gymnastique, des exercices, des contacts, des consultations, du coup. Et je pense que c'est beaucoup plus, finalement, organiser notre système de santé, non pas autour du fait d'intervenir quand la crise est là, quand l'infection est là, mais de travailler beaucoup plus sur un accompagnement régulier des circuits. Vous parliez tout à l'heure, exactement. Et on voit aujourd'hui, dans notre système de soins, et parce qu'on a des centres de recherche formidables à Paris et dans les grandes villes universitaires françaises. On voit aujourd'hui un tas d'initiatives dans cette direction-là. Et moi, je suis très optimiste. Je pense que d'ici une dizaine d'années, on sera capable d'abord de vraiment poser un diagnostic très tôt sur les premiers signes de dégénérescence, maladie d'Alzheimer. On sera capable certainement d'avoir des traitements comme on le fait pour les maladies cardiovasculaires aujourd'hui qui permettent de bloquer, d'enrayer le processus. Et on sera capable aussi, par l'accompagnement, et qui est forcément pluridisciplinaire, l'accompagnement sur les exercices physiques, la stimulation cognitive, vraiment d'aider finalement les seniors à aborder cette période du très grand âge avec le meilleur capital santé possible. Et ça, c'est dans un délai de quoi ? C'est en train 10 ans. de se faire 10 ans. 10 ans. Même plus rapidement. C'est-à-dire, en gros, j'étais jeune chef à Saint-Antoine il y a 20 ans. La prise en charge de l'accident vasculaire cérébral il y a 20 ans n'a plus rien à voir avec ce qu'on fait là. C'est-à-dire que l'hémiplégique, tel que vous en avez tous vu, pratiquement, on ne va plus les voir. Parce que justement, les filières de neurovasculaires sont en train de se créer et de déboucher les artères, comme on le fait au niveau du cœur, on est en train de le faire au niveau du cerveau. Donc c'est absolument considérable. Alors justement, on a une richesse, c'est la sécurité sociale. Parce que justement, la sécurité sociale permet de garantir à tout un chacun qu'ils vont avoir cette possibilité de mieux vivre après un accident vasculaire cérébral. Bon, maintenant, en effet, je suis convaincu, juste en un mot, les services d'urgence tels que vous les connaissez là actuellement, profitez-en d'attendre en salle d'attente parce que dans quelques temps, vous n'attendrez plus. Pour quelle raison ? Parce que les modèles sont en train d'être créés et ont été inventés aux États-Unis, notamment sur des grands systèmes, où en fait, à partir du moment où on aura une ébauche de diagnostic, ce qu'on sait faire en médecine d'urgence, une ébauche de diagnostic ou d'indice de symptômes au départ,
toute une filière et tout un processus informatique se met en place, et donc on est en train d'expérimenter des filières sur les fractures du col du fémur, où avant, dès que la personne est maintenant prise en charge au domicile, toute la filière, jusqu'à la rééducation, est déjà anticipée. Et donc ça fait une survie considérable, parce qu'on avait une mortalité, une comorbidité considérable sur les fractures du col du fémur pour les plus de 80 ans, on est en train de la faire chuter. Donc tout ça pour vous dire que cette modernité est en train de se construire, mais il y a vraiment une chose sur laquelle il faut lutter, c'est justement le fait qu'on ferait une ségrégation par l'âge des malades. Et pas seulement des malades d'ailleurs, pas seulement des malades. À vous. Bonjour à tous. Donc Kenza Tagmount, étudiante en 3e année à l'ISEG Marketing and Communication School. Et j'aimerais poser une question à Enora Goulard. J'aimerais savoir si la coopération intergénérationnelle est bénéfique pour votre entreprise. Alors, bénéfique pour mon entreprise, oui, bien sûr, parce que c'est la clé. À savoir, bon, c'est une association, hein, pour être clair. La coopération intergénérationnelle, elle est essentielle parce qu'on a des cultures et des expériences qui sont différentes, et c'est ce qui fait qu'on a intérêt à se rapprocher. Parce que finalement, si on bénéficiait tous, du même capital culturel, etc., il n'y aurait même pas de génération, puisqu'il n'y aurait pas forcément d'intérêt. Après, ce qui est intéressant, c'est la dimension de transmission. Aujourd'hui, le jeune, il est beaucoup plus... Il est beaucoup moins dans un modèle sécuritaire comme on l'a connu. D'ailleurs, je rebondis sur l'entreprise. Sur ça, on est dans un modèle très horizontal. Quand on est jeune, aujourd'hui, on apprend avec la gestion de projet. La hiérarchie, c'est pas quelque chose qu'on aime et qu'on maîtrise. Et c'est vrai que la génération, on va dire, qui arrive bientôt en retraite, elle est dans un modèle où elle respecte son entreprise, elle y est attachée et elle respecte sa hiérarchie. C'est vrai qu'aujourd'hui, un jeune, il a une importance, il veut équilibrer sa vie privée et sa vie professionnelle. Il n'est pas forcément attaché, il peut aller à la concurrence demain s'il a un meilleur poste. Et c'est aussi pour ça qu'on a des problématiques entre les générations d'entreprise, parce qu'il faut réussir à coordonner une génération qui pense à l'horizontale et une autre à la verticale, et créer une complémentarité et non une concurrence. J'ai un peu divagué, mais voilà, c'était ce que je voulais dire sur l'entreprise. On a très bien compris, merci beaucoup. Je vous en prie. Sur le sujet de l'entreprise, je vous rejoins complètement. Un autre point pour moi, c'est que là, on est en train de parler de génération, donc les plus jeunes et les plus anciens. Dans l'entreprise, je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est que l'empathie n'est pas promue. Et que si on remet ça, parce que l'entreprise, c'est quand même l'endroit, je veux dire, quand on est dans une entreprise qui cherche à faire du profit, qui est aujourd'hui de regarder, ce qui est promu, c'est de travailler vite, de travailler bien, et on n'a pas le temps forcément de se préoccuper de l'autre. Et vu le temps qu'on passe dans l'entreprise, dans une vie, si on exclut totalement la notion d'empathie parce qu'elle n'est pas promue, parce qu'elle n'est pas mise en avant, je ne vois pas comment ensuite on arrive à la développer et à la mettre en œuvre dans la vie civile. Et je trouve que ça, aujourd'hui, on lit quand même beaucoup d'articles où on parle du management bienveillant, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Ça veut dire que jusqu'à présent, le management, il est comment ? Il est malveillant. Je trouve ça, c'est un constat, je trouve, extrêmement dur, et qui fait que si on lève un peu ce sujet, et si on travaille sur ce sujet, le bien vivre avec l'autre, c'est pas forcément une notion de génération, c'est une notion générale, savoir se tourner vers l'autre, et cette notion d'empathie qui me semble importante. Qui semble essentielle. Enfin, quand on pense au burn-out, ça, vous voyez ça, vous, en ce moment, cette question-là, et en effet... On peut aller essentiel. Plus loin. On parlait tout à l'heure de l'hôpital. L'hôpital est malheureusement un lieu où l'empathie n'a plus de temps. On est payé à l'acte. Elle a de moins en moins de temps. Elle est rentrée dans le processus taylorien de la gestion quantitative. Et aujourd'hui, parce que l'empathie, ça réclame du temps. La rencontre intergénérationnelle, ça réclame du temps. Comprendre quelqu'un qui est différent de moi, ça réclame de partager. Aristote disait, un ami, c'est une demi-livre de sel partagée à force de prendre des repas. Je sais pas combien ça fait de litres de vin quand on est français, mais voilà. Et donc, la question, c'est de savoir ça. Est-ce que ce temps, où est-ce qu'il est dans un monde dans lequel, parce qu'on est tous d'accord qu'il le faut. Quels sont les modes,
quels sont les points culturels qui pourraient être des portes d'entrée dans la question? Parce que le dire de manière incantatoire quand on est de plus en plus excité du bocal, ça sert à rien. J'allais vous poser la question. Eh bien, moi, je pense que c'est la fragilité. Parce que je pense que la vieillesse, parce que bien sûr, on vieillit, on va vous aider à mieux vieillir, n'empêche qu'à la fin, il faut quand même vieillir. Ça veut dire perdre. Ça veut dire se dégrader, ça veut dire se défaire, ça veut dire... voilà. Et donc, vendre ce process naturel de décomposition de soi comme un moment extraordinaire de l'existence, c'est très facile en soi, c'est difficile dans les faits. Et je pense que c'est difficile dans les faits, voilà. Et difficile à accepter. Enfin, ça, c'est. Mais je pense que l'enjeu, et c'est pour ça que je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui se retrouvent, alors pas avec n'importe quelle personne âgée, mais avec ceux avec lesquels il y a une rencontre possible, c'est parce qu'ils font beaucoup plus, il me semble, qu'à 50 ans, l'expérience de la fragilité. Vous le disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, un jeune n'ignore pas que non seulement il est fragile, mais que ceux qui jouent l'effort dans les aînés le sont encore plus qu'eux, mais qui en plus ne veulent pas le voir. Et donc, l'avantage de la vieillesse, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a une relation à l'enfance, et avec la personne handicapée d'ailleurs, c'est qu'elle ne peut plus éviter la question de la fragilité. Donc pour moi, la problématique, c'est de basculer culturellement d'un modèle de l'autoconstruction dans la puissance à un modèle de la fragilité créative. C'est facile à dire. Oui, il y a du travail. Hein. Mais de nouveau, on en revient à ce qu'on disait au début, l'économie collaborative. C'est le fait que la rentabilité financière de l'ensemble de nos process sociaux, parce que tous nos process sociaux doivent être rentables, y compris l'hôpital, que cette rentabilité ne soit pas plus un objectif, mais une condition d'existence de quelque chose qui n'a pas la même logique. C'est ça, c'est le défi d'une générale de maison de retraite. Juste un mot sur l'hôpital. L'hôpital ne peut pas être rentable. D'accord. Évidemment, par définition. Ça a été un leurre en 2008. C'est même un danger. C'est le danger de la loi qu'il y a eu entre 2007 et 2012, d'accord, avec la fameuse tarification à l'activité qui est arrivée. Et là, c'est une chance de voir que le président de la République a décidé de revenir sur 50% de cette tarification à l'activité. Alors, je peux pas. Les soignants font ce qu'ils peuvent, d'accord, avec les moyens qu'on leur donne. C'est très compliqué. On a une vague de suicides, de burn-out très impressionnant. Mais parce qu'on leur a mis des règles du jeu qui sont à l'antithèse de ça. Mais en même temps, notamment à l'assistance publique hôpitaux de Paris, et en lien d'ailleurs avec des EHPAD ou des groupes, notamment sur les personnes handicapées, des filières de soins essayent de se constituer. Mais on manque de temps. Quand vous savez qu'actuellement, on manque de médecins, un tiers du temps des médecins hospitaliers est consacré à la codification. Oui. C'est un truc qui est complètement délirant. Inventons mais des métiers de codification. Pas seulement à l'hôpital, hein, si je puis me permettre. Dans le privé aussi. Je parle de ce que je connais bien. Et cette espèce de regard par rapport à la production de soins va à l'encontre du soin lui-même. D'accord ? Et c'est vraiment un élément qui est perturbant et sur lequel il faut absolument lutter actuellement dans les hôpitaux. Merci. Je vous en prie. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sonia Zemzem, je suis étudiante en Master 2 en école de commerce à Paris, à l'ESCE. Ma question s'adresse à Stéphanie Latombe, mais si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas. Ça concerne vraiment le monde du travail. Il y a deux mondes qui essayent de coexister. Il y a une concurrence qui est en train de se développer à travers d'abord les personnes âgées, les seniors qui cherchent à travailler plus parce qu'ils en ont les capacités, qu'ils ont envie de continuer. Et en même temps, ces jeunes qui... parce qu'ils manquent d'expérience, enfin en tout cas l'argument le plus souvent utilisé, se trouvent à devoir s'adapter à des postes qui ne leur conviennent pas vraiment. Comment faire pour diminuer cette sorte de concurrence qui est en train de se créer entre les deux et de faire en sorte que chacun trouve sa place dans le monde du travail? Merci. Merci pour cette question. Il y a plusieurs pistes. Aujourd'hui, il faut quand même voir que dans certaines entreprises, on repense les statuts pour limiter la durée d'existence d'une personne au sein de l'entreprise. On va dire qu'à partir de tel âge, il faut que cette personne parte. Donc ça donne déjà une idée en fait, des règles qu'on est obligé de mettre en place pour qu'il y ait un mouvement en fait, et un renouvellement des générations. Pour les plus jeunes, le problème de fond, effectivement, c'est qu'on passe notre temps à leur dire qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils ne savent rien faire, que s'ils viennent là, c'est nous qui allons leur apporter tout et qu'on n'aura rien en retour. Bon, ça, c'est quand même une vision extrêmement réductrice. Et c'est pour cette raison-là aussi, et parce qu'en général, et parce que de plus en plus, c'est difficile de trouver des perspectives dans une société où on a du mal à se projeter dans une vie professionnelle, on va dire, à plus de 5 ans aujourd'hui. Donc, il n'y a plus cette notion d'affectio societatis, Et ça complique tout.
Mais le monde est en train de s'adapter à ça. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, on voit de plus en plus poindre le fait que la notion de contrat de travail, c'est-à-dire un lien fort qui nous lie à une seule entreprise, demain, ce sera terminé. En fait, vous allez mettre votre énergie au profit de plusieurs projets. Et c'est comme ça que vous trouverez votre épanouissement, et c'est comme ça aussi que vous aurez, on va dire, une expérience un petit peu multifacette, même au niveau de votre entrée dans le monde du travail. Je prends l'exemple d'Enora. Je pense qu'aujourd'hui, elle est confrontée à tout un tas de problématiques dans la gestion de l'association. Les sujets sur lesquels elle ne se sentait pas forcément à l'aise, elle a dû s'y mettre, ou en tout cas trouver des gens pour s'entourer et le faire. Donc c'est plus comme ça, c'est-à-dire que sur la partie jeune, on est en train de revoir complètement la notion de rapport à l'entreprise et de rapport à ce monde-là. Et sur la partie, effectivement, fin de carrière, on essaye d'éveiller, en fait, les personnes qui sont en fin de carrière pour qu'elles pensent, parce que pour certaines, elles n'y pensent pas, à transmettre avant de partir. On est quand même en train de leur dire, dis donc, au fait, ce serait bien, ah oui, mais c'est vrai, là, tu pars dans un mois, donc ça va être un petit peu compliqué, mais tout ça, ça doit se préparer. Et puis, après, les pistes à explorer sur une personne qui a 60 ans, 62 ans aujourd'hui, qui se sent en pleine forme et qui voit arriver la retraite comme quelque chose de vraiment terrible, de catastrophique, qui va le tirer vers le bas sur un terme culturel, cérébral, de mode de challenge. Il va falloir effectivement explorer des pistes pour qu'il y ait quelque chose de satisfait aussi là-dessus. Alors, voilà. Oui, je vous en prie. Peut-être donner le témoignage de mon entreprise. Alors, c'est effectivement le secteur du soin et des services à la personne. Je peux vous dire que dans ce secteur-là, la problématique que vous évoquez, elle n'existe juste pas. C'est un secteur dans lequel on a un besoin immense, en fait, de recruter. Et tout jeune qui se présente, quel que soit son niveau de qualification, depuis l'aide-soignant jusqu'au kiné, jusqu'au médecin, et Dieu sait des médecins à quel point aujourd'hui, et plus encore dans les années qui viennent, on en manque en France, mais c'est vrai en Allemagne, c'est vrai dans beaucoup d'autres pays européens. Et ce sont des secteurs, des entreprises, en tout cas dans la mienne, dans lesquels les parcours sont vraiment possibles. On peut entrer chez nous avec une formation d'aide-soignant et devenir infirmier. Moi, on a une académie interne et on accompagne ces parcours de manière à ce qu'on puisse effectivement développer à la fois les compétences dont nous avons besoin pour faire notre métier, mais aussi accompagner des vrais parcours, des vrais parcours professionnels. Donc je pense qu'il faut faire un tout petit peu attention. Je commence à avoir de plus en plus de réticence sur le discours générique qui consiste à décrire le marché du travail comme étant par nature excluant pour les jeunes, quels qu'ils soient, partout, et excluant pour les seniors. Alors on discute 45-50 ans, et 60. Voilà, partout. Je pense qu'il faut vraiment, et ça je le dis beaucoup de jeunes dans cette salle, le regarder beaucoup plus par secteur d'activité. C'est absolument vrai pour l'industrie, mais malheureusement l'industrie dans notre pays ça représente plus que 13 ou 14% du PIB. Je pense que dans un grand nombre de métiers de service, les choses sont très différentes. Et quand on regarde les métiers de service à la personne et de la santé, alors l'équilibre il est radicalement inversé. Aujourd'hui, oui. Ce sont les salariés, ou en tout cas ceux qui sont prêts aujourd'hui à travailler, qui ont le pouvoir, et les entreprises aujourd'hui qui sont prêtes à tout. Pour non seulement les accueillir et les développer, mais les retenir dans la durée. Et je voudrais dire encore une dernière chose. Je pense qu'on a tous besoin, individuellement et collectivement, d'une forme de fidélité et d'attachement. Et que ce dont notre société est malade aujourd'hui, c'est d'une forme de zapping généralisé. Et donc, se dire que finalement, la seule solution qui vaille quand on entreprend aujourd'hui une carrière de jeune professionnel, eh bien, c'est d'être auto-entrepreneur et de ne surtout pas s'engager. C'est d'ores et déjà se mettre dans une situation où on sera malheureux ou en tout cas insatisfait. Donc voilà, je pense qu'on peut collectivement miser aussi sur des engagements dans la durée, qui soient des engagements professionnels et de choix de vocation consentis, et qui soient aussi des engagements collectifs dans une entreprise, dans un groupe dont vous partagez les valeurs et avec lequel vous avez envie de grandir. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Bonjour à tous. Hicham Mousten, étudiant à HEC Paris, en première année. Je voudrais revenir avec vous sur ce bien commun qu'est la sécurité sociale que vous avez évoqué, Monsieur Pelloux. Je voudrais vous demander quel rôle peut jouer la sécurité sociale dans la transmission et comment préserver la sécurité sociale. Alors, dans les 3 heures qui viennent... Elle est super, votre question. On va vous laisser. C'est tellement vaste. Mais écoutez, c'est le socle de la République, pour moi, la sécurité sociale. D'abord parce que c'est né d'une pensée improbable où le Conseil national de la résistance était oppressé par l'inhumanisation totale du nazisme et se sont dit on va mettre cette espèce d'oxymore, sécurité sociale, l'un à côté de l'autre, pour créer un système qui a amorti notamment la dernière crise, la crise de 2008, elle a été amortie parce qu'il y a la sécurité sociale. Vous ne pouvez pas imaginer la chance qu'on a. Je m'occupe au SAMU de Paris du rapatriement des Français en difficulté à l'étranger. Vous savez, c'est tous ceux qui profitent de la liberté qu'on a et qui vont vivre dans des pays lointains, peu importe où, et puis d'un coup, ils sont gravement malades et ils découvrent que dans le pays lointain, il faut payer des soins qui ne sont pas forcément bons. Et c'est là où ils se rappellent au bon souvenir de la France. Et donc, la France n'oublie jamais ses compatriotes, donc on les rapatrie, et généralement, on reçoit des lettres de gens qui sont très contents d'être venus se faire soigner en France. Donc, c'est une richesse incroyable. C'est philosophique, la sécurité sociale. Mais il faut la protéger, et là, après, comment elle doit survivre ? C'est la question de la solidarité. De la solidarité, je pense qu'en effet, mais je crois savoir que les députés sont en train de réfléchir, justement. Il faudra revenir pour que ça ne soit pas que l'argent du seul travail qui finance la sécurité sociale, c'est ce qu'on appelle l'assiette, il faut qu'on élargisse, parce que justement, et c'est une chance, on va tous mieux vieillir, c'est-à-dire on va profiter de la vie, d'une chose essentielle qui caractérise tous les frontons de la République, c'est la liberté. Et ça n'a pas de prix. Et la sécurité sociale est une des clés qui accède à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Merci beaucoup. Alors, je vous propose maintenant si vous voulez poser des questions, intervenir, je vous en prie, on passe la parole à la salle. Bien entendu, vous, étudiants qui êtes là, vous pouvez aussi intervenir et reposer des questions, n'hésitez pas. Merci à vous. Moi, je trépigne depuis tout à l'heure parce que, à part l'expérience très concrète, très illustrée pour moi de ce que vous faites, Enora, je n'ai pas entendu d'autres rencontres entre les seniors, les aînés, les personnes âgées, enfin tous les euphémismes convoqués et ces jeunes. Quid de cette cohabitation minimale dans l'appartement d'une vieille personne qui est toute seule, qui a besoin qu'on lui fasse les courses, qui a besoin peut-être un peu de ménage, de service à la personne, et de ces étudiants qui pourraient donc, d'une certaine manière, rencontrer ces aînés. Les étudiants ont beaucoup de difficultés à trouver des logements étudiants à Paris et dans les capitales étudiantes régionales. Et quand on parle de cette initiative, on en voit très peu. Et on se dit pourquoi, dans les appartements, il n'y a pas plus cette rencontre où là, on va voir de qui il s'agit, on va vivre ensemble et on va justement se rapprocher. Je me souviens d'un syndicat étudiant naguère majoritaire qui avait crié au scandale en disant on ne va pas instrumentaliser les étudiants pour qu'en plus ils donnent de leur personne et aller servir des vieux et des vieilles. Donc moi je voulais savoir si ce type d'initiative pouvait se mettre en place. Mais ça se développe, hein, je crois. Oui, mais pas suffisamment eu égard aux besoins et aux bénéfices. Oui. Ça se met en place, hein. Il y a plusieurs projets, mais en effet, on est petit, hein. C'est pareil, Paupiette, c'est un projet qui plaît, mais on est encore tout petit, on manque de bénévoles, on souhaite se développer. Après, quand on a Vous n'êtes pas les seuls à envisager cette question. Après, hein. quand j'ai fait mon tour de France, on a vu quand même, on a eu 50 candidatures de projets sociaux dans toute la France en un mois. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui ont envie de se faire connaître. Et il y a plein d'initiatives, mais très locales. Et c'était aussi ça notre but, c'était d'encourager les collectivités locales à dupliquer ces initiatives. Et c'est ce qui manque. Par exemple, on a été voir un permis ça roule en fauteuil. Donc comment apprendre à des enfants
à conduire quelqu'un qui est en fauteuil roulant. On a été voir des publics Alzheimer qui étaient divertis par des clowns qui leur faisaient des spectacles individuels. Enfin, il y a des milliers de solutions qui se mettent en place, mais très localement. Après, oui, ça nécessite une certaine unité, mais je pense que très prochainement, ça va se faire au vu de tout ce qui naît. C'est vrai que ça nécessite quand même une certaine structure qui, je pense, va naître bientôt. Et puis, moi, je réagirais en disant la relation, enfin, l'intergénérationnel, c'est pas simplement la rencontre entre une personne âgée et une personne jeune. Moi, je suis à Avignon, je m'occupe de la culture pour le diocèse d'Avignon. Le Festival d'Avignon, c'est une gigantesque expérience intergénérationnelle. C'est un endroit, d'ailleurs, la Cité de la Réussite en est une autre, dans lequel vous avez des gens de tous les âges. Et là, c'est très frappant, c'est la culture. Ah, mais le milieu... La pensée, l'universel, ça sert à quelque chose. C'est ça, hein, dès qu'on est sur des problématiques de sens, ben c'est incroyable. Là, pour le coup, l'âge des gens devient complètement secondaire. C'est la pertinence de leurs questions. L'année dernière, moi, j'ai vu un enfant de 11 ans poser une question à Olivier Py après un débat d'1 heure sur la question du bien et du beau, en lui demandant, mais monsieur, est-ce qu'il y a de la bonté dans les gestes ? Tout d'un coup, on a entendu, enfin, c'est pas le Christ avec les docteurs du temple, hein, mais on a entendu un gamin de 11 ans poser une question d'une sagesse incroyable et on s'est tous dit, tiens, l'intergénérationnel existe dans notre pays, surtout quand il a pris le micro, il n'y avait aucun problème. Donc ça existe. Et j'allais dire, le fait qu'aujourd'hui un enfant soit considéré, et à juste titre, enfin comme une personne humaine, c'est-à-dire quelqu'un qui a des expériences que nous avons cessé d'avoir et qui a une sagesse que nous avons déjà perdue, parce qu'à 20 ans, on est déjà idiot sur un certain nombre de questions. C'est très original, ça, qu'il y ait une circularité de la sagesse et que voilà, on a besoin de continuer à réapprendre ce qu'on ne sait plus faire et de devancer ce qu'on saura peut-être faire un jour. Voilà, c'est à l'horizon de ce qui est en train de se passer dans notre pays. Le tout, c'est de permettre qu'il y ait des lieux, alors énormes comme le festival ou la Cité de la Réussite, plus petits. Je pense aussi le logement. Vous avez aujourd'hui beaucoup de villes de France dans lesquelles des personnes accueillent des étudiants contre le fait de passer quelques soirées, une autre soirée de dialogue et de partage. Ça fonctionne extrêmement bien. La plupart des personnes et des jeunes qui cohabitent. Hein, là, c'est plus qu'un repas. C'est de la vraie cohabitation et il y a des choses extrêmement belles. Et j'ajouterais juste une dernière chose, si on parlait d'empathie tout à l'heure, il faut aussi savoir être indulgent et ne pas abuser de la vulnérabilité de l'autre, donc ne pas le mettre en position de faiblesse. Voilà, pour un senior, ça peut être, on va pas lui demander de faire une conférence sur les technologies auprès des étudiants, puisqu'on sait très bien que, bon voilà, une jeune génération le maîtrise mieux, et inversement. Et la condition pour l'intergénérationnel, c'est de reprendre du temps, parce que on a tout cloisonné, tout va beaucoup plus vite, mais accepter de partager un repas avec un étudiant, avec un senior, ou pareil, ou accepter d'aller faire du ménage, etc., c'est reprendre du temps dans notre agenda, qui est toujours plein, mais parfois plein de rien, parce que finalement, c'est des moments qui n'ont pas trop de valeur et qui à la fois représentent énormément dans nos souvenirs, dans le partage, etc. On en revient encore une fois à cette question du temps et de la disponibilité, et qui est vraiment essentielle. Alors, nous aurons le temps pour encore une question. Je suis désolée, c'est vrai qu'en l'espace d'1 heure et quart, un peu plus d'1 heure, c'est un peu compliqué d'épuiser cette question. Il faudra recommencer, je crois. Bonjour. Je vous en prie. Oui, bonjour. Je trépigne également parce que je trouve qu'on a beaucoup parlé de l'hôpital, du service public, et c'est très bien, mais que la question fondamentale, c'était justement ce rapport entre les jeunes et les personnes âgées. 2 petites remarques. Effectivement, dans le monde de l'entreprise, je vous donne juste mon témoignage. Je suis dans une entreprise de 800 personnes où la moyenne d'âge est à 30 ans. J'en ai 55, je suis un dinosaure. Et c'est parfois une vraie souffrance de se sentir aussi écarté d'un univers. Et on n'a pas parlé de la rupture numérique. Et c'est ce qui, aujourd'hui, pour moi, c'est ce que je vis dans l'entreprise. Donc j'ai repris des études, j'ai fait beaucoup de choses, mais malgré tout, c'est difficile. Et là où je suis assez d'accord avec Samuel Rouillat, c'est de dire que je pense qu'il y a une industrie collaborative qui peut aider. Bien entendu, Patrick Pelloux, vous avez raison, tout le service public est là pour contribuer, pour favoriser. Mais je pense qu'on n'y arrivera pas si les entreprises ne mettent pas du sien. Je vous donne un exemple. Les opérateurs téléphoniques. J'ai proposé un projet qui n'a pas été repris, qui était justement, les jeunes ont besoin d'équipements, ils ont besoin d'ordinateurs, ils ont besoin de téléphones, d'abonnements, et ils peuvent, eux, aller distribuer la bonne parole, essayer de
d'apprendre à se servir du numérique aux personnes plus âgées, aux personnes démunies, etc. Donc je pense que les entreprises aussi auraient un rôle à jouer très important dans ce rapprochement et où chacun peut trouver vraiment un intérêt. Alors oui, il y a un intérêt matériel, mais pas que. Qui veut répondre? Oui, je vous en prie. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. C'est juste le vivre ensemble. Et tout est là et on ne pourra pas tout demander à l'État. C'est donc des mentalités fondamentales qui doivent évoluer. Oui, je parlais de l'empathie tout à l'heure. C'est des initiatives personnelles. Hein. Personne ne va décréter ça. Donc après, c'est à chacun d'y aller, d'être persuadé et d'y aller. Une question de prise de conscience aussi et de répandre ces problématiques plus largement. Enfin, je pense qu'il y a aussi une question l'information a un rôle à jouer là-dedans, me semble-t-il, essentiel. Hein. Et puis la démarche qui aide considérablement, c'est celle de l'apprentissage, c'est-à-dire... Encore une fois, on est dans un moment où on croit... Le jour, quelqu'un me disait, c'est incroyable, grâce à Google, on sait répondre à une infinité de questions auxquelles on était incapable de répondre il y a une centaine d'années, ou même 40 ans. Je lui dis oui, mais c'est très bizarre, celles auxquelles on ne sait pas répondre, c'est toujours les mêmes et on ne sait pas mieux y répondre et Google ne nous aide pas. C'est-à-dire qu'en gros, dans cette espèce d'illusion du moment, qui est qu'au fond, on en sait beaucoup plus. Non, sur l'essentiel, on n'en sait pas beaucoup plus. Par contre, on sait beaucoup mieux qu'on ne sait pas. Oui. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup mieux les endroits où on est paumé. Et ça, c'est une bonne base, parce qu'un jeune qui est paumé avec un adulte qui est paumé, ça fait un dialogue. Et donc moi, je pense que la vraie jeunesse, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire, et ça, c'est toujours possible. L'intérêt pour ce que je ne sais pas, c'est la dynamique de fond, et il ne faudrait pas que ça soit ce que notre civilisation rate. Et donc moi, je pense que c'est ça. Un senior qui s'intéresse, il va se mettre à l'école d'un jeune là où il est compétent. Et un jeune qui croit qu'il sait, ben voilà, il faut l'aider peut-être à voir qu'il y a des endroits de sa vie où on n'a pas à lui donner des leçons, mais on pourrait réfléchir avec lui. Oui, je vous en prie. Après, ce que je vous propose, c'est, pour terminer, que chacun d'entre vous dise un petit mot, et il va falloir qu'on fasse ça très rapidement. Je voudrais rebondir sur cette question, effectivement, du jeunisme en entreprise que vous pointez. Aujourd'hui, toutes les études montrent qu'en fait, des entreprises qui n'ont pas en particulier dans leurs dirigeants, un spectre d'âge suffisamment vaste, elles sont moins performantes et elles passent à côté de leur marché. Et donc, moi, je peux vous dire, en tout cas, en tant que dirigeante d'entreprise, ce qui m'importe, c'est d'avoir au moins 20 ans d'écart entre les personnes qui m'entourent, parce que, encore une fois, on a besoin, dans un monde qui technologiquement évolue aussi vite, d'être capable de comprendre l'ensemble des phénomènes et justement de s'adresser à ces 5 générations avec lesquelles on vit. Donc, je pense que ce que vous vivez est d'une certaine manière, je ne connais pas votre entreprise, mais est quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, est un indice de mauvaise santé et que progressivement, je pense qu'on va s'en rendre compte. Ne serait-ce que parce que l'équilibre entre les générations va se modifier à toute allure. Aujourd'hui, il y a 75 personnes de plus de 65 ans pour 100 jeunes de moins de 25 ans. Et en 2030, on aura 122 personnes de plus de 75 ans pour 100 jeunes de moins de 25 ans. Donc, de toute façon, la balance est en train d'évoluer de manière radicale devant nous en termes d'équilibre entre les générations. Et je pense qu'on est dans une étape transitoire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de dire chacun un petit mot pour conclure. Et puis, voilà, et on devra s'arrêter. Je suis vraiment désolée, mais il faudra... Moi, je vais conclure rapidement pour répondre à votre question parce que j'échange beaucoup avec ma maman et ma maman, elle me dit tu fais des super PowerPoint, j'aimerais bien faire les mêmes que toi. Et franchement, elle essaye beaucoup, mais elle a beaucoup de mal. Et en fait, c'est horrible parce qu'elle a passé quand même 25 ans dans la même entreprise et elle est très compétente. Et justement, ça montre qu'aujourd'hui, les technologies et les jeunes arrivent avec tous leurs outils qu'ils connaissent sur le bout des doigts en arrivant et on accorde trop d'importance à ça. Et je pense qu'il faut pas faire changer de poste à quelqu'un qui est bientôt en retraite, mais plutôt lui faire évoluer ses missions. Il garde le même poste, mais dans l'équipe, il a un rôle de passeur de savoir. Parce qu'il a la culture d'entreprise, il a des méthodes que le jeune n'a pas. Et ça, c'est vrai qu'il faut le modifier. Donc, c'est plus dans les actions au quotidien. C'est pas vraiment changer le nom du poste, mais pour que chacun retrouve sa place et soit valorisé. Se sent pas forcément, plutôt que ma maman fasse plus les PowerPoint, mais qu'elle transmette la méthode, etc. Pour pas se sentir inférieur ou dominé par un jeune.
Et ma conclusion, c'était de reprendre le temps, voilà, comme je vous l'ai dit, d'être indulgent et d'être à l'écoute des autres générations parce qu'on a tous quelque chose à transmettre et à apprendre. Sophie Boissard, un dernier mot. Dernier mot, c'est que nous avons la chance, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, d'avoir 5 générations qui vivent ensemble, et que d'une certaine manière, il nous appartient d'en faire le meilleur. Donc voilà, moi j'aurais voulu plutôt un regard extrêmement optimiste sur cette situation. Merci. Moi, je sors d'ici avec une certitude que j'avais en arrivant. L'âge n'existe pas. Vous faites de votre temps qui passe ce que vous avez envie. Il faut profiter de la liberté, il faut profiter de chaque chose. Et c'est, pour faire suite à ce que vous disiez, c'est le vivre ensemble qui doit tout emporter à l'heure actuelle. Et non pas la concurrence entre les individus. La concurrence esthétique, la concurrence physique, la concurrence intellectuelle. On a du chemin à faire, mais je suis très optimiste parce que toute l'histoire de notre pays a été faite avec comme ça des rocs, des montagnes à franchir, et on les a franchis. Je pense qu'on est à la fin d'un cycle avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle. On est à la fin d'un cycle de civilisation. Mais justement, celle qui doit arriver doit être encore plus belle. Et elle ne se fera surtout pas avec l'exclusion des uns ou des autres pour quelque valeur que ce soit, et notamment des valeurs sociologiques. Merci. Alors, pour ma part, j'ai 41 ans et dans un monde de l'entreprise où il y a 80% de Gen Y, je suis aussi un dinosaure. Donc, arrêtons de parler de génération et on peut passer à l'action en s'intéressant aux autres. Moi, c'est pour reprendre le titre de cette conférence, de cette table ronde. Je dirais que les générations ne sont plus faites pour se suivre, mais pour coexister, c'est-à-dire pour mutualiser leurs richesses et partager leur fragilité dans ce qu'elle est créative. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour ce débat, vraiment formidable. Mais voilà. Rendez-vous l'année prochaine, donc c'est la meilleure conclusion. Merci beaucoup. Je t'ai manqué, pourquoi tu me visais? Tous nos échanges coulaient de source, tous nos mélanges côté